Voilà, hop. Et je vais tout de suite partager. La petite présentation. Donc, ce soir, vous êtes notre premier workshop 2022, Christophe. Donc, on est très content de passer ce moment avec vous. Alors, à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'on est quand même dans une période compliquée. On voit que l'autre jour, le Figaro titrait ces Français au bord de la crise de nerfs. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous, dans votre travail. Moi, je le ressens un petit peu moins maintenant, mais avant Noël, je trouvais que les gens étaient vraiment, avaient beaucoup de pression dans les entreprises et étaient effectivement souvent au bord de la crise de nerfs, quoi. Et particulièrement, peut-être, les femmes pour qui la gestion de cette crise de Covid accentue la charge mentale, puisque, on le voit, hein, toutes les études le disent, elles en sortent vraiment pas gagnantes, puisque le télétravail notamment les remet dans un rôle de femme à la maison, de travail, où elles doivent travailler et en plus assumer majoritairement les charges. Donc, ça crée des moments qui peuvent être un petit peu conflictuels et on est content de voir comment est-ce qu'on peut pas gérer, parce que Christophe, il n'aime pas le mot, on ne gère pas les conflits, j'ai appris ça hier, on les résout, on ne les gère pas, donc vous nous expliquez ça tout à l'heure, c'est très intéressant. Donc, ce soir, c'est oser la communication non violente pour résoudre les conflits. Donc, surtout ne pas arriver à cette situation où on se crie dessus, que ce soit à la maison ou au bureau, mais essayer de trouver des solutions pour justement résoudre en tout cas parvenir à une communication qui soit positive et constructive. Alors, Christophe, qui êtes-vous? Christophe, c'est un grand spécialiste du sujet, puisque je ne vais pas tout vous lire, hein, vous aurez cette présentation après, mais c'est un docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste des conflits et des dysfonctionnements relationnels, médiateur professionnel certifié, formateur, coach, auditeur relationnel, expert en qualité relationnelle. Bref, donc quelqu'un qui est extrêmement, évidemment, compétent sur cette discipline, et pour ça qu'on est absolument ravis de partager ce moment avec vous. Et vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages de référence. J'en cite deux, là, juste après. Donc, Sortir des conflits, que je suis en train de lire et je vous le conseille parce que, je disais à Christophe, vraiment, ce n'est pas du tout du vent. C'est des exemples et des exercices qui sont très, très constructifs et très opérationnels. Et on s'identifie très, très bien à un certain nombre de situations qui sont décrites. Donc, c'est assez criant de vérité, en fait. Et le deuxième que tu as, Charlotte, je crois, c'est résoudre les conflits sans violence. Des Tout à exercices. fait, pareil, avec des exercices très concrets. Voilà. Un petit focus sur deux livres qu'a écrit Christophe, entre autres, parce que vous allez voir qu'il en a écrit beaucoup d'autres, mais il y en a un qui s'appelle « Et si le bonheur, c'était les autres ?» et non pas, comme disait Sartre, l'enfer. Donc, assez sympa. Donc, je pense que peut-être vous nous en direz deux mots tout à l'heure. Et ce qui nous intéresse aussi pas mal chez Darwin, on est beaucoup en groupe, savoir communiquer avec un groupe. Il y a aussi, et là je ne vous les cite pas tous, mais voilà, et ça ce n'est que la première ligne de la bibliographie de Christophe. Donc voilà, la manipulation, peut-être qu'on fera quelque chose sur la manipulation, agir pour ne plus subir, bienveillant avec soi-même, obtenir sans punir, etc. etc. Donc très très prolixe, vous êtes très très prolixe sur tous ces sujets. Avant d'attaquer la présentation, parce que souvent j'oublie, donc notez, j'ai écrit un peu vite, donc le 2 février, on a un DER Talk avec Charlotte à 19h et non pas 29h sur le thème « Partagez vos conseils pour mieux vivre l'incertitude ». Donc, si vous êtes intéressé, les liens sont sur la newsletter et sont sur tous les réseaux sociaux d'Airwoman. Le 15 février, là, c'est réservé aux adhérents. Non, en tout cas, c'est que les adhérents qui peuvent voter, mais tout le monde peut venir, puisqu'on parlera des réalisations 2021 et du programme 2022, en plus du bilan financier. Donc, c'est la grande AG d'Airwoman. Le 25 février, un nouvel atelier. Alors, on teste un nouvel horaire qui sera en Zoom de 12h30 à 14h. Osez vous révéler par votre énergie créative.
et on a testé cet atelier d'ailleurs avec Isabelle, là, qui vient d'arriver. Et franchement, c'est génial. Donc, on se découvre vraiment, on rentre à l'intérieur de soi et c'est assez fascinant ce qu'on peut révéler. Et le 8 mars, alors ça, notez-le, c'est un grand événement donc, qui s'appelle les DERDEC, qu'on fait en collaboration avec la mairie du 16e. C'est toute la journée. Donc, on est très, très heureux parce qu'on on a un très beau partenaire avec la mairie du 16e. Toute la journée, il y aura donc des workshops. Un qui est animé par Céline qui est avec nous ce soir sur la confiance en soi. Donc, c'est un parcours toute la journée avec 5 workshops et Maïré, comme anima qui est là aussi ce soir. Donc, confiance en soi, oser prendre la parole, oser donc se révéler par son énergie créative également, oser se raconter, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à faire, et oser souffler. Donc ça, c'est l'interlude mindfulness qu'animera Maïré. Clôturé, la journée sera clôturée par une table ronde avec des femmes très inspirantes, une générale des armées, Francine Leca, sans doute la secrétaire générale du Crédit Agricole, peut-être Agnès B, enfin voilà, des femmes assez puissantes. Et le thème est mixité, facteur d'engagement. La soirée ne s'arrête pas là. On file au théâtre de Passy. On remet des awards, donc à 6 catégories de femmes. Et c'est suivi d'un spectacle qui s'appelle La Voix des femmes, où c'est 40 femmes célèbres qui ont écrit un texte sur leurs faiblesses, leurs dons, leurs pouvoirs, leurs difficultés. Et ces textes sont lus par elles-mêmes ou par des comédiennes. Et puis après, c'est la fête, le champagne offert par la mairie du 16e. Donc, notez sa date parce que ça va être une belle journée. Mais bon, notez toutes les dates. Voilà, ça, c'est fait. Ça, je n'ai pas oublié. 2 février, 19h en Zoom. 15 février en Zoom, l'AG. Le 25 février, on le fait en Zoom aussi, 12h30 à 14h. Et le 8 mars, le DERDEC. Et vous verrez après, on a... Dans les semaines qui viennent, je vais vous annoncer le programme. Beaucoup de choses en présentiel cette année pour le premier semestre 2022. Christophe, je m'arrête. À vous la parole. Je vous laisse nous expliquer le plan d'intervention. C'est une intervention qui est interactive. Donc, dès que Christophe a lu le plan, j'enlèverai le document. Et puis, Christophe s'adressera à nous toutes. Bonsoir à tous. Bonsoir et merci pour votre présence. Merci Frédéric pour cette présentation. Alors effectivement, on va s'intéresser à la communication non violente dans le cadre des conflits, mais de façon plus généraliste. On peut tout à fait adopter cette technique dans la vie quotidienne, effectivement, en famille, en travail, etc. Donc déjà, pour comprendre un peu comment s'installe la violence, il faut revenir sur la mécanique du conflit. Il y a plusieurs types de conflits, mais la mécanique est un petit peu toujours la même, en fait, hein. Très souvent, quand on parle de conflit, on a tout de suite l'impression qu'on va entrer dans quelque chose de violent. Donc, les conflits sont-ils par nature violents? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et puis surtout, pourquoi est-ce que très souvent on a des solutions qui appellent la violence? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Enfin, quelles sont les conditions qu'il faudrait mettre en place pour résoudre un conflit sans violence? Voilà. Après, je ne me rappelle plus de la suite. Je ne sais pas si vous voulez baisser. Pardon. Ouais, il faut. C'est la page qui suit. Oui, reprendre le partage, pardon. C'est la page d'après. Alors, zut, parce que j'ai un petit problème. Je peux le retrouver peut-être. Sur la page d'après. Attendez. Pourquoi je... Mais ce n'est pas très grave, sinon je poursuis comme ça. Toc. Non, mais je vais vous le retrouver. C'est de ma faute. Sur des problèmes avec la technique. Voilà, attendez, hop. Est-ce que là, vous le voyez? Après, oui, voilà. Donc voilà, comment passer à changer finalement, avoir une approche du conflit qui passe plus par l'affrontement, mais par la coopération. Et puis, tout le travail effectivement de la communication non violente, on dit aussi communication consciente d'ailleurs, hein, ça va être d'accueillir ses émotions désagréables et celles de l'autre, parce qu'un conflit, ça suscite des émotions désagréables, donc on verra un peu comment c'est fait.
Comment rattacher ces émotions désagréables à des besoins qui ne sont pas satisfaits, puisque c'est la réaction du corps, en fait, hein, qui parle, et ça signifie qu'un de nos besoins n'est pas satisfait. Enfin, comment prendre du recul et puis s'attacher aux faits objectifs et enlever donc de la subjectivité dans tout ça. Et comment est-ce qu'on va pouvoir conduire le dialogue et explorer des pistes de solutions pour trouver des solutions ensemble, pour trouver des solutions pérennes. Et on finira sur un animal qui est l'emblème de la communication non violente, c'est la girafe. Donc je vous expliquerai une petite métaphore à ce sujet. Mais bon, j'aime bien démarrer avec des histoires, en fait. Donc, on va commencer tout de suite par une histoire de porc-épic. Alors, les porcs-épics, il faut savoir que ce sont des animaux avec des grandes aiguilles et qui vivent dans les régions chaudes. Et on a deux porcs-épics qui se retrouvent dans une région où il fait vraiment très, très froid, où c'est glacé. Et pour éviter de geler, pour éviter de souffrir du froid, en fait, ils se rapprochent. Et chaque fois qu'ils se rapprochent, évidemment, leurs épines pénètrent dans la chair de l'autre. Donc, pour éviter cette douleur qu'ils se procurent l'un à l'autre, ils vont s'écarter. Mais quand ils s'écartent, ils ont de nouveau très froid. Donc, finalement, c'est une métaphore à propos des conflits qui me paraît intéressante parce qu'on est tout le temps comme ça dans un jeu de yo-yo avec les autres. Les autres sont à la fois dangereux, ils nous piquent, ils nous font mal, et puis en même temps, ils sont aussi une opportunité. Et si le bonheur, c'était les autres, justement. Alors, peut-être on peut réfléchir à ce qu'on peut faire par rapport à cette situation. Qu'est-ce que pourraient faire les porcs-épics? Qu'est-ce qu'ils pourraient envisager comme solution pour ne plus avoir froid et en même temps ne pas trop se piquer, se transpercer? Alors, je ne sais pas si vous avez des idées ou si j'avance dans mon cheminement et puis voilà, je ne sais pas comment vous pouvez intervenir en fait. Vous pouvez écrire, vous pouvez mettre des petits commentaires. Ils pourraient faire équipe pour se construire une sorte de petite maison qui protégerait du froid. Ouais, Ils peuvent. ils peuvent. Ils peuvent faire ça. Rapprocher d'une maison tout court, aussi de l'habitat ou Ouais, d'autres espèces, si ce n'est pas dangereux pour eux. Ouais, ouais. D'accord, merci. D'autres idées? Alors, on va en fait avoir des solutions violentes et des solutions qui sont moins violentes. Alors, la première des solutions violentes, ça serait de rompre complètement la relation de façon unilatérale, et ça, c'est une première possibilité. La deuxième solution, c'est d'aiguiser ces épines pour être moins piquées par l'autre, ou les laisser pousser pour pas qu'elles transpercent l'autre. C'est de poursuivre aussi dans la souffrance. Et enfin, la dernière des solutions violentes, c'est d'accuser, d'agresser ou de faire disparaître l'autre, ce qui ne règle pas le problème du froid, mais en tout cas, ce qui règle le problème de la douleur. Et puis, effectivement, il y a des solutions qui sont moins violentes, comme adoucir ces piquants, les limer, trouver la bonne distance, installer des radiateurs, construire des maisons, comme vous le disiez, ou agir sur ses propres besoins de chaleur. Hein. C'est aussi une solution qui est possible. Alors, quand on parle du mot conflit, très souvent, c'est un mot qui fait peur. Il y a quelque chose de diabolique un peu dans le mot conflit, parce que, alors, au sens du diabole, c'est-à-dire de ce qui divise, hein, originellement, dans la pensée du Moyen-Âge, la diabole, c'est ce qui divise, le symbole, c'est ce qui rassemble. Donc, c'est vrai que quand on demande aux gens d'évoquer leur vision du conflit, très souvent, ils disent bah, ça me fait peur, c'est pas confortable pour moi, puis ça remet en question un peu ma vision du monde. Qu'est-ce qui va se passer après ce conflit? Qu'est-ce qu'on va devenir dans les couples, dans les familles? C'est des choses qui arrivent très, très souvent. Et on a l'impression que le conflit, ça traduit une faiblesse, une incapacité à avoir des relations normales avec les autres. Vous savez, c'est la fameuse tour de Babel. Les hommes ont voulu atteindre Dieu et pour les diviser, en fait, et puis les faire se séparer, en fait, il leur a donné des langues qui ont créé justement des conflits. Parce qu'on verra un petit peu plus loin que la parole est un outil qui peut être un outil très violent. Voilà. Donc, le conflit déclenche des émotions désagréables et il nous fait violence parce qu'il fait apparaître les différences. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, le conflit, c'est mal. C'est voilà, toute une civilisation aussi qui nous amène à penser cela.
Alors peut-être pour préciser un petit peu ce que j'entends par conflit, moi je désigne ça comme un nœud dans une relation. C'est un nœud, quelque chose qui coince, voilà, quelque chose qui fait obstacle. Mais quand on creuse un petit peu plus, on s'aperçoit que le conflit, c'est un petit peu comme la fièvre, en fait. C'est-à-dire que la fièvre, elle a un sens. Je ne sais pas s'il y a des médecins parmi vous, mais la fièvre, elle vous indique que vous êtes atteint par un virus, par une bactérie. Et puis, en même temps, c'est un début de solution parce qu'en élevant la température du corps, eh bien, la fièvre va pouvoir faire disparaître cet hôte indésirable. Donc, si vous voulez, le conflit, c'est un petit peu la même chose. Il va déjà vous signaler que quelque chose ne fonctionne pas dans la relation avec la personne avec qui vous êtes en conflit. C'est la première des choses. Et en même temps, il est un début d'action parce qu'il va déclencher chez vous des émotions. Et les émotions, c'est le moteur de ce qu'on est. En fait, ce sont les émotions qui nous poussent et qui nous mettent en action, hein, littéralement. Voilà. Alors, finalement, quand on parle de conflit et de violence, c'est pas tellement la façon, c'est pas tellement le conflit en lui-même qui est violent, mais c'est la façon dont on va le traiter. Et d'ailleurs, je vous ai mis dans le petit document que vous aurez un peu plus tard, le mot conflit en chinois, en fait, il est composé de 2 idéogrammes. Le premier idéogramme qui est wei, qui signifie danger, et le deuxième qui est jai, qui signifie opportunité. C'est-à-dire qu'un conflit, c'est à la fois peut-être quelque chose qui va nous amener vers une dégradation de la relation, ou à la fois quelque chose qui va nous permettre de construire une relation plus apaisée, plus solide, parce que dans mes expériences de médiateur, si chaque fois que, si vous voulez, que les personnes ont réussi à sortir de leur conflit, on s'aperçoit que ça renforce énormément le lien. On s'aperçoit que trouver une solution, parce que le rôle du médiateur, ce n'est pas d'apporter une solution sur la table, mais c'est véritablement d'aider les gens à construire, à coopérer pour construire une solution ensemble. Voilà. Donc, un conflit bien résolu, il faut savoir que ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, et puis un sentiment de force, le sentiment qu'on a pu agir sur la situation, qu'on a pu faire quelque chose, qu'on n'est pas complètement anéanti, effondré par la situation. Et Christophe, juste un Oui. conflit, pour revenir à ce que vous disiez au début, un conflit, c'est pas mal d'être en conflit. C'est pas quelque chose de mal. Alors, juste pour tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à lever une petite main, levez plutôt une petite main parce que je suis pas sûre de pouvoir lire tous les commentaires. Donc, où vous intervenez, si vous voulez. Mais n'hésitez pas, on est 15, oui. donc on peut tout à fait intervenir. Voilà, oui, parce que vous disiez tout à l'heure, et c'est vrai que dans nos civilisations, on dit non, il est conflictuel, elle est conflictuelle. Alors, il y a conflit et il y a du bon conflit et du mauvais conflit, non? Il y a comment... Oui, voilà. oui, c'est exactement ça. Si vous voulez, il y a un certain nombre de conflits qui relèvent de maladresse de communication, par exemple. On ne sait pas dire les choses ou on a des automatismes qui font que on va presque parfois même créer le conflit sans le vouloir, hein, parce que sans être suffisamment vigilant, on agresse, on pointe, on donne des responsabilités, on établit des responsabilités, on juge, on interprète, on fait de la lecture de pensée. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Alors, effectivement, on a comme ça l'impression que le conflit, c'est pas bien. Hein, et puis, on a été éduqué dans tout ça. Hein, et en fait, ce que font les gens, souvent, quand ils sont dans cette situation-là, c'est qu'ils minimisent le conflit ou bien ils ont tendance à faire comme s'il n'existait pas. Et c'est des solutions qui appellent la violence. Alors, pas forcément une violence, pas forcément la violence des coups, pas forcément la violence des mots, mais quelque chose qui n'est pas réglé, le nœud qui n'est pas dénoué, en fait. Hein. Donc voilà, ça c'est important de bien comprendre que le conflit, c'est aussi une source de richesse, que évidemment le conflit, il est désagréable, évidemment il provoque de la peur, évidemment il nous déstabilise, évidemment il appelle un changement, et finalement on n'aime pas trop les changements, on aime bien que les choses coulent toutes seules, on aime bien être sur une mer d'huile. Voilà, donc c'est... voilà. Alors évidemment, il y a plusieurs types de conflits aussi. Hein. Il y a ce qu'on appelle les conflits intérieurs ou intrapersonnels, les conflits interpersonnels, donc entre plusieurs personnes, les conflits entre des groupes et puis les conflits qui se passent à l'intérieur des groupes, par exemple au bureau, au travail.
sur le conflit intérieur, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez présent et c'est aussi un type de conflit qu'il faut parvenir à résoudre. Par exemple, quand vous avez une opportunité de travail dans le sud de la France, mais moins bien rétribuée, ou que vous avez une autre possibilité de rester à Paris, en ville, et que vous êtes hésitant parce que vous avez un meilleur salaire, etc., vous êtes devant un conflit intérieur, un conflit intrapersonnel, comme le fameux âne de Buridan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet âne qui est mort entre un seau de foin et un seau d'eau parce qu'il ne savait pas s'il avait envie de boire ou envie de manger. Et finalement, il est mort de faim et de soif entre les deux seaux. Donc, c'est aussi par rapport à ces conflits intérieurs, savoir quels sont les bons choix à faire pour moi, savoir ce que je dois décider pour ma vie, c'est-à-dire être au final clair avec ses besoins personnels. Quoi qu'il en soit, et malgré ces différentes typologies, ces différents types de conflits, on va retrouver toujours la même mécanique dans le conflit. Vous avez toujours une situation, ça c'est le premier point, avec des perceptions qui vous sont personnelles et on sait que quand on perçoit quelque chose, on a toujours tout un tas de filtres, nos organes sensoriels, mais aussi notre culture, notre éducation, tout ce qu'on est, toute notre histoire qu'on charrie avec nous. Et à partir de ces perceptions, il va y avoir un élément dissociant, c'est-à-dire quelque chose qui sépare, quelque chose qui est de l'ordre diabolique, pas au sens sacré du terme, mais au sens qui divise. Cet élément dissociant va provoquer une émotion désagréable. Cette émotion désagréable, elle signale un besoin qui n'est pas satisfait. Et derrière tout ça, on a des conséquences matérielles, psychologiques. Je vais vous donner un exemple. Et tout ça, ça va nous pousser soit à l'action, soit à l'inhibition. Je prends un exemple très simple qui va être plus parlant. La situation, vous êtes chez vous, dans votre appartement, et puis votre voisin, à 23 heures, se met à faire du marteau-piqueur. Vous percevez le vacarme, vous percevez les vibrations, les murs qui tremblent, et puis l'élément de dissociation, c'est que vous vous dites, ce n'est pas l'heure de faire du marteau-piqueur. Vous ressentez une émotion désagréable, par exemple la colère. Votre besoin non satisfait, c'est en fait que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de travailler le lendemain, donc il faut que vous preniez un peu de sommeil. Ces conséquences matérielles et psychologiques, effectivement, on sait que le lendemain, vous allez être de mauvaise humeur, vous allez traîner la jambe au travail. Et enfin, l'action, donc la dernière étape de la mécanique du conflit, c'est que vous allez monter, lui coller une gifle, ou que vous n'avez, je prends un exemple, ce n'est pas obligatoire, c'est une solution violente, ou bien que vous allez inhiber vos actions et que donc vous allez ne rien dire, vous allez intérioriser, mais cette intériorisation, elle va finalement vous ronger de l'intérieur. Vous allez vous dire, oui, voilà, je suis victime de ce voisin inconséquent, indélicat. Et, voilà. Donc, c'est typiquement une situation de conflit un peu simplifiée, un peu humoristique, mais voilà. Alors, si vous voulez, on peut faire un petit bout de réflexion personnelle. Et on ne va pas faire toutes les caractéristiques du conflit, mais je vous demande de vous remémorer une situation de conflit que vous avez pu connaître dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et si vous voulez bien retrouver l'élément dissociant, qu'est-ce qui a provoqué finalement le fait que vous ayez ressenti des émotions désagréables, quelle était cette émotion et quel était le besoin associé à cette émotion. Et enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle action vous avez menée? Comment vous avez géré ça? Alors, on ne pourra peut-être pas passer toutes les personnes, mais si vous avez simplement, juste pour illustrer cette mécanique du conflit, donc élément dissociant, l'émotion que vous avez ressentie, le besoin qui n'était pas satisfait puisque vous avez ressenti une émotion désagréable, et puis l'action que vous avez menée. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce qu'il vous vient comme ça à l'esprit une situation dans laquelle vous avez connu une situation potentiellement conflictuelle? Ou je peux vous donner Oui. Moi, c'était une situation professionnelle où j'ai une sclérose en plaques, j'ai fait une poussée, je suis revenue moins en forme et mon boss a voulu me mettre dans un placard.
Alors que moi, je trouvais que j'avais des compétences qui étaient toujours les mêmes et je ne voyais pas pourquoi j'étais obligée de me brader. Et l'émotion que ça a provoqué, ça a été la colère, évidemment. Mhm. Après, la façon de le gérer, étonnamment, je n'ai pas explosé, étonnamment. Et en fait, j'ai pris une solution, on va dire, de tangente en faisant intervenir une tiers qui était déléguée syndicale et qui s'entendait D'accord. bien avec le rédacteur en chef. D'accord. Donc là, on a bien l'élément dissociant, c'est le placard, enfin la mise au placard. La colère, effectivement, c'est l'émotion que vous avez ressentie. Le besoin qui n'était pas satisfait, finalement, c'est la reconnaissance de vos compétences, Oui, la reconnaissance de votre clairement. travail, etc. Et puis, vous avez trouvé une solution qui est l'appel à un médiateur, à une personne médiatrice, en fait, qui est intervenue. Alors, effectivement, dans les conflits, on n'a pas toujours la possibilité de régler les conflits, soit personnellement tout seul. C'est le problème. Voilà, donc parfois l'appel à un tiers est intéressant. Hein, vous avez tout un tas de situations comme ça, vous pouvez vous amuser un petit peu. C'est toujours intéressant de décortiquer les conflits et de voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, rappelez-vous bien l'élément dissociant, la situation, l'élément dissociant, le besoin non satisfait, l'émotion désagréable. Alors, moi, je n'utilise pas le terme d'émotion positive ou négative parce que je trouve que toutes les émotions sont positives dans la mesure où elles sont comme des signaux. Vous savez, c'est comme si vous avez un petit témoin qui s'allume sur votre tableau de bord. Il manque de l'huile, il manque de l'eau, la voiture va brûler. Enfin, et si vous mettez un scotch dessus, effectivement, ça ne vous empêche plus de rouler, mais vous n'allez pas aller très loin. Donc, effectivement, les émotions, c'est un peu pareil. Elles sont des signaux, finalement, qui attirent notre attention sur le fait que nos besoins sont satisfaits ou qu'ils ne le sont pas. Donc, quand je ressens des émotions agréables, c'est que mes besoins sont satisfaits. Quand je reçois des émotions désagréables, c'est que mes besoins ne sont pas satisfaits, hein, pour faire simple. Hein. Donc, on va avoir donc, par rapport à ces situations de conflit qu'on vient de décortiquer, on va avoir plusieurs types de fonctionnement. Alors, très souvent, ce que j'ai observé dans mon boulot de médiateur, en fait, on va traiter le conflit dans l'adversité. Et quand on traite le conflit dans l'adversité, ben, systématiquement, ça déclenche de la violence et ça renforce la dynamique conflictuelle. Vous savez, les conflits, c'est un peu comme une boule de neige. Si on n'arrive pas à faire fondre la boule de neige et à trouver des solutions, ben, finalement, ça grossit, et puis on arrive à des choses complètement extraordinaires où les gens ne savent même plus pourquoi ils sont en conflit. Alors moi, j'ai fait pas mal de médiation pour le juge aux affaires familiales au tribunal. Et en fait, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, le couple a laissé grossir effectivement cette boule de neige. Et à la fin, les gens ne savent même plus pourquoi ils sont en conflit. C'est-à-dire que le conflit est presque devenu une manière de vivre. C'est-à-dire que voilà, on a ça qui est là, qui couve, qui se réactive régulièrement. Et puis, il y a des petites périodes de calme, mais c'est un peu le train qui en cache un autre. C'est-à-dire que le conflit est toujours présent. Alors, pourquoi cette adversité? Pourquoi est-ce que la plupart du temps, la plupart des gens règlent leurs conflits dans l'adversité? Eh bien, je crois qu'une des premières raisons, c'est qu'on a du mal à accepter que les autres ne voient pas les choses comme nous. C'est-à-dire que, vous savez, la fameuse phrase « une carte n'est pas le territoire », ça veut dire que nous avons tous nos propres cartes pour nous diriger dans la vie, dans la réalité, dans le monde, et que malheureusement, elles ne sont pas plus superposables avec celles des autres. Nous avons chacun notre vision du monde et nous sommes légitimes à avoir nos propres représentations, nos propres visions du monde. Donc, première des choses, difficile d'accepter que les autres ne voient pas les choses comme nous. La deuxième des choses, on attend des autres qui se comportent de manière irréprochable, qui soient exemplaires, qui ne fassent pas d'erreurs. Parfois, on ne se pose pas la question vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire que ce qu'on va exiger des autres, on va être un peu plus tolérant vis-à-vis de nous-mêmes. Et puis enfin, nous avons un autre problème aussi, c'est que nous sommes un peu comme le taureau de Monterland. Je ne sais pas si vous connaissez cette formule qui dit « l'erreur du taureau, c'est de croire au signal ». Eh bien, très souvent, quand il y a un conflit, c'est un peu comme la muleta, ce bout de tissu rouge qu'on agite devant le taureau et il fonce directement
dans le tas et il agresse et il met des coups de corne. Donc, on a un petit peu cette tendance aussi à agir comme le taureau, c'est-à-dire à rester sur notre déferlante émotionnelle, à ne pas savoir comment réguler ses émotions. Et les émotions, aussi utiles soient-elles, par exemple, quand on parle de petits témoins dans la voiture, quand elles nous signalent quelque chose, bien ces émotions, elles peuvent devenir des vagues, des déferlantes, des tsunamis, et puis nous emporter complètement et nous faire perdre les pédales, nous faire perdre la raison. Ce qu'on disait tout à l'heure, j'y reviens dessus aussi, c'est qu'effectivement, on traite la plupart des informations avec ce qu'on appelle la partie limbique de notre cerveau, c'est-à-dire ce qui relève des mammifères, en fait, et qui est justement le cerveau un peu émotionnel. Et puis, ce cerveau, il est par nature un peu paresseux. Vous savez, je crois qu'il y a 99, quelque chose % des choses qu'on fait, on le fait de façon automatique. C'est-à-dire qu'on branche le pilote automatique, on a des habitudes, des fonctionnements, et on a toujours tendance à réagir de la même façon dans la même situation. Donc, effectivement, aborder la communication non violente, ça va être aussi peut-être essayer de déconnecter cette route basse qui est très rapide, alors que la route du cortex préfrontal, c'est-à-dire la route de la réflexion, la route de l'analyse, elle est beaucoup plus lente. Hein, c'est un petit peu comme si vous aviez le choix pour aller d'un point A à un point B, de prendre l'autoroute ou la petite route départementale. Si vous prenez l'autoroute, effectivement, vous allez aller très vite à votre point B, mais vous allez perdre beaucoup d'informations, tandis que si vous prenez la petite route départementale, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Le fonctionnement du système nerveux est un peu similaire, si vous voulez. Donc, on a tendance voilà, à avoir un cerveau qui est plutôt paresseux, qui n'aime pas trop les changements, qui n'aime pas trop les efforts, et qui préfèrent fonctionner en mode pilotage automatique. Donc, comme le conflit le perturbe, alors effectivement, c'est la route basse qui est activée, donc c'est la route, l'autoroute, et donc on fonce, on fait comme l'autoroute. Et alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va avoir tendance à se transformer en guerrier et puis à rentrer dans l'autre, à l'agresser, à l'insulter, voilà. Vous êtes d'autres personnes qui vont être complètement anéantis, complètement paniqués par rapport à la présence du conflit, qui vont se sentir coupables, qui vont baisser les bras, qui vont se résigner, qui vont minimiser le conflit, faire comme s'il n'existait pas. C'est ce qu'on abordait un petit peu tout à l'heure. Et puis enfin, vous avez les gens qui ont une approche plus judiciaire du conflit, où il faut désigner une victime, un coupable, chercher à réparer un préjudice, donner un châtiment, une sanction, une réparation. Le problème, c'est que quand on est en conflit avec quelqu'un, vous comprendrez bien que juger, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas être à la fois dans le conflit et puis donc être juge et partie, ça paraît un petit peu compliqué. Donc tenter de démontrer à l'autre qu'il a tort et que nous avons raison, avoir raison à tout prix, eh bien, au final, c'est avoir raison de l'autre. C'est essayer de vaincre sa résistance, nier ce qu'il ressent, ne pas entendre ses besoins, rester sourd à ses démarches, à ce qu'il entreprend pour essayer de faire avancer les choses. Voilà. Et là, on retombe sur... Pardon. Oui, oui, pardon. Excusez-moi d'intervenir. Moi, je suis dans la même situation que Charlotte, sauf que ça fait 6 ans, en fait, que je n'ai pas réglé mon conflit. Je suis victime de discrimination. Je suis atteinte d'une sclérose en plaques. J'ai, de par ma hiérarchie, été mise au placard. Et depuis, alors j'entends que vous dites soit on est guerrier, soit on se sent anéanti, coupable. Effectivement, je me sens anéanti, coupable, et je n'ai pas de solution. Donc, voilà. Donc, Charlotte disait elle avait fait appel à quelqu'un de syndiqué. Moi, je fais toujours partie du même de mon établissement. Et je suis en dehors de cet établissement. Donc, comment se sortir de cette situation? Voilà. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Oui.
Merci pour votre témoignage. Alors évidemment, il n'y a pas de solution à l'emporte-pièce, comme ça je pourrais vous donner tout de Bien suite. sûr. Alors peut-être qu'après, la démarche non violente va vous permettre d'avancer. Et après, il y a certaines situations pour lesquelles c'est complexe. Comme là, vous êtes dans un groupe de travail. Je ne sais pas si Oui, bien sûr. la mise au placard relève d'une seule personne ou si vous avez tout un groupe. Si on est plus dans du conflit intragroupal, c'est-à-dire si c'est un ensemble de personnes qui pensent que c'est la meilleure solution, ou enfin, vous voyez, je sais, Oui, ou si c'est une personne, parce que c'est plus compliqué à régler, effectivement, dans un milieu professionnel, et très souvent, l'appel à un médiateur est quand même très utile. d'accord. Maintenant, vous, Absolument. ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez entreprendre, par contre, c'est de regarder les choses différemment. Parce que, alors, ça ne veut pas dire justement tout accepter, ne rien faire, ne pas agir. Mais par contre, on va voir un petit peu plus loin qu'il y a des méthodes déjà, vous, pour vous recentrer sur vos émotions, les comprendre, les accueillir, D'accord. aimer qui vous êtes, et puis réussir à identifier aussi les besoins qui ne sont pas satisfaits, le besoin de reconnaissance, peut-être le besoin D'accord. d'attention, le besoin, il y a tout un tas de choses comme ça. On y reviendra un petit peu plus tard, puis on D'accord, bah, je vous pourra… écoute. On continue. C'est Oui. gentil, c'est gentil. Merci en Merci. tout cas pour votre témoignage. Donc voilà, tous, effectivement, tous ces comportements dans l'adversité font le lit de la violence, évidemment, cristallisent les positions des uns et des autres et ne font qu'empirer des situations qui sont déjà particulièrement tendues. Donc voilà. Là, vous disiez que ça dure depuis quelques années, madame. Je sais pas, faudrait Euh, que et oui, il y a ces 6 ans, en fait. voilà. Donc les choses ne se résolvent pas. Donc en fait, c'est un conflit qui s'est cristallisé, qui devient Qui presque a, un mode de fonctionnement, qui a même été tout fait, je dirais. ouais, Mm. étouffé. Et Oui. donc De personne par n'est… l'employeur, bien sûr. Mhm. Et vous n'êtes pas satisfaite et lui n'est pas satisfait. Il ferme les yeux, Moi, il je essaye suis de… sans activité depuis ce moment, depuis 6 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez été complètement écarté de l'entreprise. Oui, absolument. Vous n'y êtes plus. D'accord, vous avez Si, été licencié. si, je suis toujours salariée en situation de handicap, D'accord, d'ailleurs. d'accord, Je fais d'accord. partie des effectifs, mais je n'ai plus d'activité. D'accord, donc c'est d'autant plus violent que on vous verse un traitement Ah, pour essayer… on me fait une fiche de paye en négatif, puisque je paie quand même ma mutuelle tous les D'accord, mois. d'accord, d'accord. Mais vous n'avez plus de salaire. Vous Non, n'avez plus de salaire. D'accord. Bon, ouais, vous voyez, typiquement quelque chose qui est d'une violence inouïe, enfin, une situation très difficile, enfin, et un problème qui n'est pas réglé au fond, parce que c'est euh, ça. la rupture, et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, Oui, oui, oui. quand elle est consentie, dans les couples, c'est valable dans les couples, c'est valable dans les entreprises. Lorsque la rupture est consentie par les deux parties qui sont en conflit, c'est une rupture qui se solde par finalement de la non-violence. Parce que si on est d'accord pour officialiser une rupture, et c'est tout à fait vrai dans les couples, si c'est une rupture unilatérale ou une rupture qui est décrétée par un juge, par exemple, et puis donc la justice ne fait jamais le travail de régulation des conflits, elle ne résout jamais des conflits, elle tranche des litiges. C'est-à-dire qu'elle va régler, par exemple, pour reprendre l'exemple du couple, elle va régler les questions matérielles, elle va partager les maisons, les petites cuillères, elle va partager le temps des enfants. Mais au final, si elle n'a pas réglé cette question émotionnelle et réinstauré de la qualité relationnelle, même si les gens sont séparés, eh bien, finalement, elle n'a pas fait complètement son travail de résolution des conflits. C'est pour ça que la justice tranche des litiges, mais elle ne règle pas des conflits. Est-ce que c'est son rôle à la justice? Bah, au final, Il est la partie émotionnelle, c'est pas forcément son… ce n'est pas forcément ses attributions, mais le problème, si vous voulez, c'est que au final, les choses perdurent, parce que Oui, mais alors surtout quand il y a justement, des enfants. juste pour revenir un tout petit peu sur l'histoire d'Isabelle, est-ce que dans ces cas-là, ce qu'a fait Charlotte, c'est-à-dire on ne peut pas résoudre le conflit tout seul, donc faire appel à un tiers, c'est-à-dire un médiateur, n'est pas la solution la plus, finalement, la plus envisageable.
Oui, je pense que c'est souhaitable. Alors, je ne connais pas enfin, C'est c'est pas complexe. exactement, mais j'ai compris la situation globalement. Après, oui, effectivement, un médiateur pourrait intervenir. Alors, à condition, évidemment, que l'entreprise soit OK là-dessus, parce que ce n'est pas toujours évident non plus. Moi, j'ai rencontré des situations un peu similaires où l'employeur refuse carrément, il veut garder. C'est un peu le problème, hein. C'est-à-dire qu'on est là dans l'adversité, on est dans la violence, c'est-à-dire qu'on veut garder la main, on veut diriger et on veut anéantir la personne enfin, Alors, voilà, pas justement, prendre en compte. on s'en sort comment pour ne pas être anéanti? Parfois, c'est la Oui. rupture, effectivement, mais c'est la rupture pure et simple, mais il faut aussi savoir faire preuve de non-violence à l'égard de soi-même, parce que quand on n'est pas coupable d'une situation, responsable d'une situation et qu'on est comme ça victime, effectivement, là, on est dans un conflit qui est dans un registre violent. Donc, effectivement, il faut que le médiateur intervienne et qu'il fasse son travail, hein. Et d'ailleurs, un travail qui va être un peu similaire à ce qu'on va faire, ce qu'on va voir un petit peu plus loin sur la communication non violente. C'est-à-dire qu'il y a d'abord et avant tout ce qu'on appelle en médiation, c'est peut-être un peu vulgaire, mais on appelle une purge émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les parties en conflit arrivent à vider leur sac et arrivent à revenir à des choses rationnelles, à revenir à la raison, pour trouver des solutions qui soient acceptables pour les deux parties. Donc là, il y a tout un travail à faire, tout un travail de médiation, puisque effectivement, quand on est face à un organisme avec des gens qui sont hiérarchiquement des N plus quelque chose, ils ont tendance, et c'est malheureusement très très fréquent dans les entreprises, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à vouloir garder la main, à vouloir décider, à vouloir, sans prendre en compte la personne, sans prendre en compte ses besoins, sans prendre en compte sa situation. J'avais Voilà, juste, c'est bon. j'avais juste une question, comme on parlait du cas d'Isabelle, et ça rejoint un peu moins celui de Charlotte, mais je sais que dans les situations de conflit, notamment quand on part en justice pour attaquer son employeur ou peu importe, il y a une partie, parfois, une partie de médiation, il y a un médiateur, un conciliateur de médiation de justice. D'après ce que j'ai compris, c'est que la plupart du temps, les conciliations de médiateurs de justice ne règlent pas le problème, n'arrivent pas à régler le problème, en fait. Comment se fait-il? Parce que quel est leur rôle dans ce cas-là, du point de vue de la justice? Alors, le médiateur, c'est un peu comme le médecin, il a une obligation de moyens, mais il n'a pas une obligation de fin. Mais le conciliateur et le médiateur, c'est déjà deux types de boulot qui sont un petit peu différents. C'est-à-dire que le conciliateur, il est là pour trouver une solution. Il est là pour concilier les parties et pour faire finalement que la relation continue peu ou prou, un peu comme elle était. Dans la médiation, on peut très bien décider d'acter la rupture consentie par les deux parties, avec effectivement des dédommagements, des choses comme ça, mais ça, c'est un juge, enfin, ou les prud'hommes qui décident de ça. Mais effectivement, il y a des parties conciliation, parties médiation. Les deux sont un petit peu. C'est pas tout à fait le même travail. Christophe, on s'éloigne tout petit peu Un peut-être petit peu. du sujet. Alors, Si on peut on va revenir. revenir à la démarche non violente. Donc, la démarche non violente, c'est finalement retrouver un sens de l'humanité en reconnaissant à la personne avec qui on est en conflit, comme à soi-même, un certain nombre de droits. Le premier des droits, c'est le droit d'avoir son propre point de vue. On en parlait tout à l'heure, même si ce n'est pas le nôtre. Donc, légitimité du point de vue, c'est un premier droit. Le deuxième droit, ça va vous paraître un petit peu surprenant, mais c'est le droit d'être maladroit, d'être stupide, d'être incompétent, de commettre des erreurs, parce que ça aussi, ça fait partie de notre humanité. On n'est pas des individus complètement transparents, complètement logiques, complètement rationnels. Donc il y a ce droit à la maladresse, à la stupidité, à l'incompétence, aux erreurs. Et troisième droit, le droit de rechercher son propre équilibre et finalement de commencer par être bien intentionné, mais surtout vis-à-vis de lui-même. Hein, donc, c'est finalement ce qui va permettre de faire apparaître les différences. Et c'est une des vertus des conflits, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Moi, je n'ai pas bien compris le troisième point, le droit de rechercher son propre équilibre. Comment on fait? Chacun a d'abord envie, chacun est d'abord bien intentionné
pour lui-même. Chacun a d'abord envie de maintenir son propre équilibre, son propre système. C'est un peu, si vous voulez, tous les vivants qui sont comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est en confrontation avec l'autre, mais chaque système vivant, chaque individu a besoin de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. On va appeler ça l'équilibre. Ça veut dire voilà, de rechercher son bien-être. Voilà. Et parfois, ce n'est pas, effectivement pas compatible avec celui d'un autre. Voilà. C'est un peu la difficulté. Voilà. Donc, évidemment, tout ça, il faut que les personnes soient d'accord pour mettre fin au conflit, que les deux personnes qui sont en conflit soient OK pour ça. Mais avec la communication non violente, qu'on appelle aussi la communication consciente, il va y avoir un effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'on va utiliser tout un tas de petites astuces, en fait, qui vont permettre d'amener l'autre à venir vers nous et à se comporter d'une manière un peu similaire. Ce n'est pas toujours possible, parce qu'il n'y a pas de, si vous voulez, de règle absolue. Tous les conflits sont singuliers, toutes les situations sont différentes. Donc, voilà. Mais la première des règles, c'est d'utiliser le jeu, de parler en son nom propre. Je ne sais plus qui disait le tu. Oui, parce que quand on désigne quelqu'un, quand on le pointe, tu as fait ceci, tu as fait cela, effectivement, on est un petit peu dans l'agressivité. La deuxième des choses, ça va être de formuler positivement. Parce que si vous dites à quelqu'un, j'aimerais bien que tu arrêtes de te comporter comme ça avec moi, ou je ne veux plus qu'on continue comme ça, par exemple, c'est des formulations négatives qui appellent. Vous savez que le cerveau ne fonctionne pas de façon négative, en fait. Quand on dit ne pensez pas à une petite voiture rouge, systématiquement, on imagine une petite voiture rouge. Voilà, donc reconnaître le point de vue de l'autre, éviter de le juger, de faire de la lecture de pensée. Vous savez, quand on dit oh là là, mais au fond de toi, je sais bien ce que tu as derrière la tête. Tout ça, c'est des actes qui sont violents. On va éviter ça. On va éviter d'interpréter ses faits. On va éviter d'interpréter ses gestes. Et puis, on va éviter tout ce qui est contrainte. La manipulation étant une forme de contrainte. On va essayer d'écouter ses ressentis à lui aussi et ses besoins. Et c'est ce qui va nous permettre de véritablement développer une culture de la non-violence. Je prends souvent l'image d'un bout de charbon. Vous savez, un conflit, c'est une relation, parfois c'est un petit peu sombre, c'est un petit peu un bout de charbon et on va essayer de prendre un marteau et tranquillement de faire sortir le diamant qu'il y a dans ce bout de charbon. Et ce qui va nous permettre d'imaginer ensemble des solutions pour poursuivre la relation, aménager la relation ou rompre la relation, mais de façon bilatérale. Voilà. Donc, on n'est plus dans la compétition, mais dans la coopération. On n'est plus dans la méfiance ou dans la défiance. On va vers la confiance. On ne va plus chercher à désigner un coupable, mais on va d'abord et avant tout s'attacher à la qualité de la relation. La qualité relationnelle, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. On ne peut pas faire l'impasse de cette qualité relationnelle. Alors, dans la démarche de la communication consciente, je vais vous proposer 5 étapes. Et puis après, on fera des petits jeux pour vous clarifier un peu les choses. Mais la première des choses, puisqu'elles sont premières, puisqu'elles sont primitives, ça va être l'accueil des émotions. Alors, émotions, ressentis, sentiments. L'émotion, c'est quelque chose qui arrive de façon assez violente. Le sentiment, c'est quelque chose qui se construit plus dans la durée. Donc, un conflit, effectivement, qui dure depuis quelques années, on va plutôt être dans du sentiment. L'émotion, c'est plutôt le voisin qui fait de la perceuse et qui me met en colère comme ça. Donc, il faut absolument éviter de confondre émotion et interprétation. Et là, je vais vous proposer un petit exercice très simple. Je ne vais pas faire tout l'exercice, mais vous donner quelques mots et vous allez me dire si, à votre avis, il s'agit d'une émotion ou d'une interprétation. Donc, je vous donne des ressentis. Je vous les lis. Dans ces ressentis, vous allez en avoir 1, 2, 3 qui ne sont pas des émotions, mais qui sont des interprétations. Donc, je vous les lis. Donc, à l'aise, se sentir à l'aise, abandonné, agacé, amoureux, c'est les A, anxieux, attaqué, attentif, bouleversé, calme, chagriné, charmé, choqué,
comblé, concerné, confiant, content, contrarié, coupable, curieux, décontenancé, délassé, détendu et dévalorisé. Voilà, dans ces ressentis, dans ces émotions, hein, je me suis senti coupable, je me suis senti heureux, je me suis senti abandonné. Il y en a 3 donc qui ne sont pas des émotions, mais qui sont des interprétations. À votre avis? Abandonné. Abandonné. Attaqué. Attaqué. Et Dévalorisé. Et dévalorisé. C'est une conséquence induite Voilà. par une émotion en amont. Ouais. Voilà, là, vous n'exprimez pas des ressentis, en fait, mais vous dites la façon dont vous pensez que les autres vous traitent. Hein, donc, c'est très difficile, vous voyez, de faire la différence entre émotion et interprétation. Alors, quand vous avez une émotion désagréable, parce que là, il y a tout un panel d'émotions. Juste, Christophe, le but, c'est donc là d'essayer de faire preuve de discernement entre quelles sont les émotions que je ressens et quelles sont les interprétations que je prête à l'autre, en fait. Enfin, voilà, tout à fait. Donc, il faut vraiment se mettre en position, faire un petit pas de côté, comme on dit en coaching, pour essayer déjà de traduire ça. Quand on est en situation de conflit, c'est pas facile déjà. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut prendre il faut éviter le fameux foulard du taureau et puis prendre un temps pour mais vous savez, c'est quelque chose en fait qui nécessite de l'entraînement, de la répétition. Parce que nulle part, ni dans les familles, ni à l'école, on apprend à mettre des mots sur nos émotions. Et c'est un grand problème en fait. Parce qu'au contraire, on a plutôt tendance à les nier, à les enfermer, à les enquister. Et finalement, ce qui fait notre humanité, finalement, ces émotions qui sont notre moteur, parce que émovere, ça veut dire mettre en mouvement, donc c'est ce qui va nous mettre en mouvement, ben on a du mal à les comprendre, on a du mal à les ressentir et à les vivre vraiment, en fait. Hein. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, il y a des émotions primaires, des émotions secondaires, mais les émotions désagréables sont généralement toujours un mix entre colère, tristesse et peur. Juste, Christophe, il y a Céline qui demande si vous avez un dictionnaire des émotions pour qu'on apprenne les bons mots. Alors, je pense que, alors je ne l'ai pas moi, mais… Oui. Dans les livres, on trouve pas mal de… Là, il y a un exercice, effectivement, où on apprend à différencier ressenti et interprétation, parce qu'effectivement, l'interprétation, elle est quelque part une forme de violence. Ce n'est pas une violence magistrale, mais c'est quelque part un peu… Donc, comment faire Dans ce livre-là, juste, excusez-moi, je vous coupe 2 secondes, il y a des exercices où même, il y a 4 émotions, enfin 4 façons de ressentir. Donc, c'est encore plus… je te conseille. Je te le prêterai, Céline. Voilà, c'est gentil. donc, voilà, quand vous ressentez une émotion désagréable, essayez de faire un petit graphique mentalement en essayant de comprendre quelle est la part de colère, quelle est la part de tristesse et quelle est la part de peur. Ce n'est pas inintéressant aussi de s'amuser à ça pour comprendre comment on fonctionne émotionnellement. Et puis, ça va être vraiment la base de la communication non violente, c'est-à-dire qu'on va accueillir ces émotions, mais on va aussi les délivrer à l'autre. Hein, et ce qui va activer ses neurones miroirs et qui va le mettre en empathie avec nous. Parce que dire ce qu'on ressent, à moins de tomber sur un pervers ou quelqu'un qui n'a absolument aucun affect, mais c'est quand même très, très rare. Hein. Donc, quand on ressent ces émotions, eh bien, il faut commencer par dire stop, ce qu'on disait tout à l'heure. Stop, je m'arrête et j'observe ce qui se passe en moi. Je laisse la place à cette émotion. Voilà. Donc, vous pouvez, alors pour les adeptes du yoga, vous pouvez essayer de respirer calmement et laisser l'émotion se développer, mais ne pas la laisser se développer dans le conflit, c'est-à-dire que la laisser là se développer en vous, dans votre ressenti personnel. Et Christophe, est-ce qu'on peut dire stop à quelqu'un quand on sent que ça est en train de basculer dans le conflit? Cette démarche de
foncer tête baissée. De toute façon, on sait que ça va faire qu'activer le conflit. Donc, en fait, c'est vrai que par rapport à une situation, alors évidemment, il ne faut pas attendre à dire attends, je vais faire mon exercice de réflexion sur mes émotions, que je reviens dans 5 minutes. Mais effectivement, d'un autre côté, si on ne prend pas cet instant de pause pour essayer de comprendre, et vous allez voir que quand vous essayez de faire ça, en fait, on a une compréhension beaucoup plus rapide après de ce qui se passe en nous. Vous n'êtes pas obligé de commencer par faire ça, effectivement, dans des situations de conflit. Enfin, en tout cas, pas de conflit violent. Mais par exemple, sur des conflits qui sont plus latents ou des difficultés relationnelles qui sont peut-être un peu moins explosives, vous pouvez le faire. Hein. Donc, voilà. Soyez aussi attentifs à vos stratégies d'évitement, parce que très souvent, les émotions, culturellement ou dans le milieu familial, on a appris à les éviter ou à les réprimer. Donc, essayez, chaque fois que vous avez tendance à les éviter ou à les réprimer, d'essayer de vous poser la question, qu'est-ce que je cherche à éviter ou qu'est-ce que je cherche à fuir. Puis dernière chose aussi que je vous propose, après c'est peut-être un petit peu fastidieux, c'est un peu du travail, mais c'est très intéressant aussi pour se connaître, c'est tenir un journal émotionnel. Prenez un petit carnet et puis dans certaines situations, alors pas forcément là du coup que pour les émotions désagréables, mais également pour les émotions agréables, vous pouvez utiliser effectivement cette petite technique. Quand vous avez un ressenti, le noter. Et aussi lui associer, et ça sera le deuxième temps après donc l'accueil des émotions, c'est associé à des besoins qui ne sont pas satisfaits. Quand c'est une émotion désagréable ou satisfaite. Donc, vous pouvez faire 2 colonnes, émotions ressenties, doser effectivement, essayer déjà de trouver les bons termes pour parler de cette émotion, et puis relier à un besoin satisfait ou insatisfait. Ça me paraît important et ça paraît important aussi pour soi, et avant même d'aborder le dialogue, la confrontation avec la personne avec laquelle on est en conflit, ça me paraît important de connaître ces besoins essentiels, que ce soit des besoins vitaux, des besoins de sécurité, des besoins de reconnaissance, des besoins d'autonomie, des besoins d'appartenance, des besoins relationnels, des besoins spirituels. C'est très important aussi cette connaissance de soi, de ses émotions et de ses besoins. Et puis, connaître ses besoins, ça va permettre de sortir de l'accusation de l'autre. Hein, ça va nous permettre de prendre du recul par rapport à ça et effectivement de ne plus accuser l'autre de nos besoins non satisfaits. Ça me paraît aussi quelque chose d'important. Alors, tiens, on va faire un petit exercice. On va essayer de déterminer quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits dans les phrases que je vais vous donner. Par exemple, ce type n'arrête pas de me parler. Vous avez besoin de quoi? D'attention, de reconnaissance. Écoute. Oui, alors si vous dites qu'il n'arrête pas de vous parler, c'est peut-être aussi que vous avez besoin de calme, d'apaisement, de tranquillité, d'isolement. Tranquillité, oui. Voilà. J'espère que je ne vais pas paniquer. Besoin d'être rassuré. Être rassuré. La sécurité. Oui, la sécurité, besoin de confiance en soi, hein, la sécurité personnelle, la confiance en soi aussi peut-être. Et puis peut-être aussi besoin de soutien aussi, qu'on vous apporte un soutien. Là, je vois Laurence Fournier. Grosse. Il y en a qui font la vaisselle là. Ah, d'accord. Mon collègue me déteste. Quel est le besoin qui n'est pas satisfait? Tout dépend de l'émotion qui est associée, si c'est de la colère ou de la tristesse. D'être aimé. S'il est triste, il a besoin d'être aimé. S'il est en colère, c'est ça d'ailleurs. Mais ouais, tout à fait. De la justice, si la personne, ça dépend aussi un peu de ce qu'on ressent. Besoin d'être accepté, besoin d'être considéré. Ça peut être effectivement toutes ces situations-là. Ce tableau est affreusement moche. Besoin d'esthétisme. Besoin d'esthétisme, de beauté, d'harmonie. J'aimerais qu'il me fasse signe. J'aimerais qu'il ou qu'elle me fasse signe. Besoin d'attention. Besoin d'attention, de contact, d'affection, de rapprochement, etc. Je ne le trouve pas sincère du tout. Je ne le trouve pas sincère du tout. Besoin d'authenticité. Voilà, tout à fait, besoin d'authenticité. On ne peut pas te faire confiance. Besoin de loyauté.
Loyauté, fiabilité, effectivement, vous avez raison. Bon, ben voilà, Fidélité, vous ouais. voyez, vous avez réussi à reconnecter tout ça. Donc, on a accueilli son émotion. On a relié l'émotion désagréable à un besoin qui n'est pas satisfait. Maintenant, on va revenir aux faits, à ce qui s'est vraiment passé, sans jugement, sans interprétation, sans faire de lecture de pensée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très difficile. Parce qu'arriver à distinguer, c'est un exercice qu'on pratique souvent en formation, arriver à distinguer jugement et opinion, eh bien, ce n'est pas simple du tout. Parce que très souvent, on ne s'en tient pas au fait, mais on met derrière de la subjectivité, de l'interprétation, de la lecture de pensée. Donc, voilà, revenir au fait, qu'est-ce qui s'est passé? À 23 heures, mon voisin a utilisé son perforateur pendant 10 minutes. Ça, c'est un fait. Après, effectivement, si vous dites mon voisin m'a cassé les pieds, etc., bon, c'est plus compliqué. Un petit exercice encore hein, sur s'agit-il hop, s'agit-il d'une simple observation? Donc, je vous lis des phrases, vous me dites si, à votre avis, c'est une simple observation. Hier, tu t'es montré trop généreux avec lui. Non. Non. Interpréter. Non. Reproche. C'est un reproche. Interpréter. Trop, c'est le, Reproche. ouais, effectivement, c'est le trop qui est en trop, si on peut dire. Tu t'es montré trop généreux, c'est un jugement. Cette semaine, Angèle est arrivée à l'heure tous les jours. Un constat, un fait. Un constat. C'est une observation, vous avez raison. J'ai observé que Paul avait mauvais caractère. Observation. Observation. Enfin, jugement. Eh bien non. Jugement. Jugement. Et là, c'est le piège qu'en fait, j'ai dit, C'est une j'ai opinion. observé, mais c'est effectivement, c'est une évaluation. Ouais. Hein, on évalue le caractère de Paul. Mais le fait qu'on dit j'ai observé que, ça ne prouve pas que c'est une observation, c'est un petit piège. Sophie m'a dit que je manquais d'affirmation de moi. Un jugement, une Un opinion. jugement. Jugement. C'est un Là, c'est fait. encore un piège. Hein? C'est un fait. Il me C'est l'a encore dit. un piège. Effectivement, c'est une observation. Sophie m'a dit que je manquais d'affirmation de moi. Ce n'est pas un jugement. C'est ce que Sophie m'a dit. Ah, là, En oui. fait, hein. Et là, donc, C'est un piège, ça aussi. Hein. ça aussi, c'est un piège. Souvent, mon voisin me manque de respect. Jugement. Jugement. Alors, Une ça, opinion, c'est un ressenti. Enfin, c'est un ressenti. Alors là, c'est plus. Me manque de respect, effectivement, ça nécessite des précisions. Hein, Ouais. c'est pas, il faudrait comment, absolument. en quoi, ouais, Voilà, nourris-le de fait pour. Ouais. Voilà, nourrir de fait. Souvent aussi, c'est un peu imprécis. Hein. Souvent, C'est très général. si vous dites hier, mon voisin, hier à 23 heures, mon voisin m'a dit que j'étais insupportable, ça c'est une observation. Mais souvent, tout le terme imprécis, généralisant, on va s'en méfier parce que du coup, on n'est plus dans l'observation. Je n'arrive pas à comprendre ton attitude. Je n'arrive pas à Incapacité. Pardon, je juge. Je n'arrive pas à comprendre ton attitude. En fait, c'est une observation. Ah, c'est une observation. C'est un fait. Oui, voilà. Il n'y a pas de jugement. Je ne comprends pas. Voilà. Tu te plains tout le temps. Ça, c'est un jugement. C'est un jugement et une généralisation. Tout le temps, on n'imagine pas que la personne se plaigne 24 heures sur 24. Je dis, tu te plains hier, c'est un fait. Tu t'es plaint hier à la réunion. Et avant-hier, et avant-avant-hier, tous les jours de la semaine. Caroline ne m'a pas demandé mon avis quand elle m'a quitté. Bah, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Ce matin, tu t'es énervé contre moi sans aucune raison. Ça, c'est un jugement. Un jugement. Ouais. Sans aucune raison, c'est de la lecture c'est quelque part un peu de la lecture de pensée. Donc, on reprend depuis le début, on accueille ses émotions, on associe ces émotions à des besoins satisfaits ou non satisfaits. Dans le cas du conflit, c'est des besoins non satisfaits. On revient aux faits, ce qui nous permet encore une fois de prendre du recul, de prendre respiration. Et ensuite, la dernière étape, ça va être l'acceptation de la confrontation, du dialogue, de l'exploration pour la recherche de solutions. Hein, donc, on va commencer déjà par faire une demande à la personne avec qui on est en conflit. Faire une demande, c'est demander quelque chose de façon précise,
claire, concrète, sans exiger. Donc, il faut que ça soit encore une fois positif. Hein. Je ne veux pas qu'on continue comme ça, il faut qu'on en parle. Ce n'est pas une demande précise. J'aurais besoin de discuter parce que je me sens contrarié. Je te propose ce soir à 18h quand on sort du travail, par exemple. Ça, c'est une demande un petit peu plus précise. Lorsque vous avez fait cette demande, il va falloir faire progresser le dialogue, l'échange entre vous. Là aussi, quelques petites règles. Évitez de poser des questions. La question, suivant la façon dont elle est formulée, si c'est une question ouverte ou fermée, elle a tendance un petit peu à enfermer justement la personne à qui vous posez la question. Donc, vous avez dit quelle était la situation, quelle était votre émotion, quel était le besoin qui n'était pas satisfait chez vous. Attendez de voir ce qui se passe. Hein, parce que ces étapes, en fait, elles sont tout à fait interchangeables, intervertibles. Vous pouvez très bien commencer par décrire les faits et puis donner des émotions et puis les besoins qui ne sont pas satisfaits, laisser la personne réagir. Vous allez sonner chez votre voisin, vous lui dites par exemple, Monsieur Dupont, hier à 23h, vous avez fait du perforateur pendant 35 minutes, j'étais un peu contrarié. Point. On s'arrête là. Vous pouvez lui dire, j'étais un peu contrarié parce que j'avais besoin de me reposer, je n'ai pas pu me reposer. Point. Et vous ouvrez. Vous attendez de voir sa réaction. Ou, vous voyez, enfin, on n'avale pas les choses, on laisse venir calmement les choses. Il faut absolument qu'on arrive à cette question des émotions, à cette question des besoins, à cette question des faits précis, clairs, objectifs, sans interprétation. Et puis, il faut aller à l'étape du dialogue, mais on y va tranquillement. On n'impose pas tout de suite de solution, on laisse à l'autre le temps de s'exprimer, justement, le temps de réagir. Vous allez aussi faire preuve d'observation de la personne avec qui vous êtes en conflit ou en difficulté. Vous allez lui laisser le temps de parler. Vous n'allez pas essayer de prendre le pouvoir par la parole. Et si il ne fonctionne pas de la même façon que vous pouvez essayer tout doucement de l'orienter vers ses propres ressentis, ses propres besoins. J'avais comme ça un exemple d'un conflit en fait où la personne venait tous les soirs rentrer du travail, il y avait une place de parking qui lui était attitrée en bas de son immeuble et systématiquement tous les soirs il y avait son voisin qui était garé devant. Ça lui posait un problème, ça la mettait en colère parce qu'elle avait effectivement besoin de son parking pour décharger ses courses, etc. Et puis effectivement, elle est allée voir l'autre personne et elle a commencé comme ça avec cette méthode-là. Et en fait, elle s'est aperçu que le voisin avait en fait une grand-mère qui était dialysée, qu'il fallait emmener tous les jours et que c'était la place qui était juste en dessous. Donc, vous voyez, à partir de là, on a ouvert quelque chose qui est plus de l'ordre de l'empathie, plus de l'ordre de l'humanité, même si effectivement c'est complexe, mais peut-être que le dit voisin en question avait une place, je ne me rappelle plus enfin, comment ça s'est solutionné, mais qu'il y avait une solution, quelque chose à étudier ensemble pour faire avancer les choses. Les gens n'ont pas toujours de mauvaises intentions et ce voisin qui utilisait la place de parking qui n'était pas à lui, il aurait peut-être pu effectivement faire la démarche d'aller voir la personne, mais peut-être qu'il ignorait que c'était cette personne-là. Enfin bon, il peut y avoir plein de choses. Donc, ne fermons pas le dialogue par de l'agressivité, par de l'interprétation, voilà. Laissons la porte ouverte, écoutons, observons et laissons à l'autre le temps d'exprimer. Parfois, vous allez être tout à fait surpris de voir l'efficacité de ça. Voilà. C'est vraiment l'écoute empathique qui est vraiment importante. Alors, on n'a pas forcément le temps de développer tout ça aujourd'hui, mais c'est important dans certaines situations, effectivement, de vous donner le temps. Je pense notamment à des situations conflictuelles dans des couples ou dans des familles. Il n'est pas toujours utile
d'aller vite, de vouloir vite régler le conflit. Surtout si le conflit dure depuis longtemps, il faut prendre des pincettes, il faut y aller en douceur, il faut essayer de revenir sur les faits, de revenir sur la question émotionnelle, de revenir sur les besoins qu'on a, tout en écoutant les besoins de l'autre personne. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive effectivement pardon, à quelque chose qui va nous permettre de faire sortir le diamant qui est dans le morceau de charbon. Mais encore une fois, quand même, ce processus de la communication non violente, il nécessite de l'entraînement, de la répétition. Et n'imaginez pas que c'est un coup de baguette magique. Et d'ailleurs, enfin, pour les gens qui connaissent un peu le fonctionnement du cerveau, les automatismes qu'on a acquis dans l'enfance, dans le milieu familial, à l'école, etc., ils ont créé des connexions synaptiques et des connexions neuronales qui sont établies. Et pour essayer d'instaurer de nouveaux modes de fonctionnement, eh bien, effectivement, c'est un peu comme à l'école. Il faut répéter, 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 s'entraîner, bien respecter tous ces stades. Hein. Donc, les mots-clés, c'est la situation objective, c'est le ressenti, les émotions, les sentiments, c'est le besoin qui se rattache à ça, et puis c'est la partie demande, dialogue, confrontation qui est nécessaire. Et beaucoup de gens zappent cette dernière partie parce que aller vers l'autre, aller vers le corps de l'autre, aller rencontrer physiquement l'autre aussi, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu compliqué pour certaines personnes. Pas forcément des gens qui sont asociaux d'ailleurs. Alors, je vous donne un petit exercice là. Juste une petite, un petit exemple qui vous permet de comprendre bien la méthode. Donc, Monsieur Duvert, quand je reçois des reproches de votre part, comme cela a été le cas hier à 16 heures après la réunion, je perds toute confiance en moi parce que j'ai besoin que l'on reconnaisse mes efforts et ce qui fonctionne bien dans mon travail. Je vous demanderai à partir d'aujourd'hui d'évaluer ce que je fais dans un esprit d'équité. Vous voyez, ça c'est sur une personne qui a effectivement été sous-évaluée ou qui a été blâmée, enfin, pour quelque raison que ce soit. Mais vous voyez bien le découpage. Les faits, c'est quand je reçois, donc, hier à 16 heures après la réunion, vous m'avez fait des reproches, ça c'est les faits objectifs. Après, il donne son émotion, son ressenti en disant je perds toute confiance en moi. Et enfin, il dit j'ai besoin que l'on reconnaisse mes efforts et ce qui fonctionne bien dans mon travail. Et à la fin, il formule une demande. Donc là, c'est très résumé. Hein. Vous n'êtes pas obligé de télescoper les choses de cette façon-là. Voilà, j'ai un peu condensé le dispositif de la communication non violente, qui s'appelle aussi communication consciente. Hein, parce que finalement, c'est une démarche de conscience, de prise de conscience de soi, d'attention à l'autre dans sa différence, encore une fois, parce qu'effectivement, on ne peut pas attendre des autres qui fonctionnent comme nous, qui soient comme nous, qui aient les mêmes cartes pour vivre dans le monde que nous. Je vous donne un exercice là. Vous allez essayer les uns les autres, mais bon, on écoutera peut-être une ou deux personnes. Vous allez vite trouver la solution. Voilà la situation. Le chat de votre voisin, Monsieur Duval, a pris pour habitude de venir faire ses crottes dans le bac à sable de vos enfants, chez vous. C'est incroyable. Vous êtes irrité et vous voulez que ça cesse. Comment, en utilisant les principes de la communication non violente, vous pourriez lui formuler de façon très simple, très linéaire, une demande ou une observation? Alors, c'est le chat de Monsieur Duval. Le chat, votre chat, en fait, vient régulièrement. Donc, je l'ai constaté aujourd'hui, hier, avant-hier et avant-avant-hier, admettons. Il vient faire ses besoins à lui, mais interfère à mes propres besoins d'hygiène, sécurité pour mon enfant. Aujourd'hui, je viens vers vous parce que ça devient une situation délicate pour moi personnellement pour que les enfants puissent jouer dans des conditions sanitaires et de sécurité pour eux.
Est-ce qu'on pourrait trouver une solution de façon à ce que votre chat ait son confort et respecte nos besoins à nous? Alors, vous avez un peu zappé. Oui, Vous je avez l'ai un peu fait zappé. sans réflexion. Ça, Oui, très oui, non, bien. mais c'est très bien. C'est très bien, mais vous avez juste un peu zappé. Qui est-ce qui a trouvé ce qui a un petit peu échappé au. Le besoin. Alors, les besoins, non, je pense qu'ils ont été correctement exprimés parce qu'elle a dit qu'elle avait besoin d'hygiène, que ses enfants ne soient pas au contact des excréments. Bon, moi, je trouve que, je ne sais pas qui a une idée, Caroline, Zéna, Ressenti. Isabelle. C'est le ressenti, voilà. Le Hein, ressenti. le ressenti. Alors, qu'est-ce que ça peut provoquer comme ressenti? De l'exaspération? On peut essayer de trouver des solutions ensemble, en fait. Du coup, Oui, pour éviter l'exaspération et que la personne se retrouve avec le fardeau à gérer seule, sachant que peut-être elle est dépourvue d'idées. oui, oui, oui. Après, vous pouvez lui dire, seriez-vous d'accord pour acheter un bac à litière à votre chat et l'éduquer pour qu'il cesse de faire ses besoins chez moi ou dans le bac à sable de mes enfants? Est-ce que vous ne pensez pas que dire et l'éduquer dans le bac à sable, la personne peut prendre ça comme une agression, justement, un jugement sur l'éducation qu'elle vous porte à son chat? Alors non, Je suis vous seriez désolée, je d'accord déroule pour. la pensée, mais Oui, 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 non, mais vous j'ai avez eu, raison. j'ai eu un problème de voisinage avec des chiens qui aboyaient et j'ai essayé d'adopter une situation de communication non violente. C'est intéressant Et avec, alors. ouais, avec marchait mes pas. propos, j'ai une voisine donc, qui a 2 chiens et 2 border collies qui nécessitent vraiment d'être dans le jardin, dépenser. Et en fait, je travaille de la maison, télétravail, Covid, Oui, oui. et puis sclérose en plaques et immunodéprimée également. Donc, du coup, en travaillant en distanciel, les chiens, pendant mes réunions, Oui, oui, bien sûr. s'entendaient. Je n'arrivais plus à masquer, trouver une solution, être à l'étage, m'isoler. On les entendait, pour vous dire, c'était compliqué. Donc, déjà, j'étais gênée pour mes relations de travail, mais moi aussi pour pouvoir m'exprimer sans Bien sûr. entendre quotidiennement. Donc, j'ai essayé de rentrer en contact avec la propriétaire des chiens. Et au Oui. départ, on avait sympathisé. Et en fait, je lui ai expliqué factuellement ce qui se passait. Et j'ai Oui. essayé de voir avec elle si on ne pouvait pas, à minima, faire en sorte que les chiens puissent aboyer à l'intérieur de chez elle, ou alors avoir un collier anti-aboiement, ou trouver peut-être des cours d'éducation canine, parce qu'ils exprimaient peut-être un mal-être, mais ça, c'était mon opinion et je ne voulais pas la juger. Et je lui ai dit, d'ailleurs. Et en fait, elle me dit, de toute façon, tu fais ce que tu veux, tu n'as qu'à mettre des bouts de caisse, mes chiens, ils ont besoin de s'exprimer. Si tu n'as pas besoin de toi de t'exprimer, va voir quelqu'un d'autre. Et en fait, Ouais. elle a coupé court à la communication. Ouais. Alors que Et j'ai essayé de trouver des solutions. J'y suis allée à tâtons. Enfin, c'était compliqué. C'est compliqué, oui. Ouais, je n'étais pas la seule, du coup, à lui avoir exprimé, et encore, j'étais la moins véhémente, je pense, ma difficulté avec cette problématique, malgré que ces chiens aient besoin de s'exprimer, c'est vrai. Et en fait, il y a eu la visite de certaines personnes, et du coup, la police est venue, les gendarmes, ils l'ont verbalisé, ils lui ont demandé de mettre des colliers anti-aboiement. Oui, ça s'est réglé par la force. Ça s'est réglé par le judiciaire, en fait. Et du coup, la qualité de votre relation avec elle, maintenant, c'est plus compliqué. En fait, je ne la vois plus, oui, mais elle a cru que c'était moi qui lui avais même envoyé les gendarmes, alors que je lui ai dit non, je t'en ai pas allé. Et en fait, suite à ça, moi, j'ai eu des problèmes personnels, j'ai eu une poussée, donc j'étais hospitalisée, j'ai eu plus de corticoïdes, enfin bref. Et donc, du coup, je dis, je ne l'ai même pas fait. Donc, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres atouts et ils sont allés directement à la confrontation judiciaire. Ouais. Là, vous illustrez parfaitement bien, en fait. Alors, évidemment, ça marche pas tout le temps, c'est pas une baguette magique, encore une fois, mais vous illustrez bien, effectivement, la difficulté avec des gens qui sont complètement fermés à ce genre de choses. Et vous illustrez aussi la dégradation de la qualité relationnelle, en fait, avec cette personne. Là, il y a eu une coupure totale. Voilà. Alors que si elle avait accepté le dialogue avec vous, alors justement, en reprenant des faits concrets, en disant tous les jours, de telle heure à telle heure, les chiens aboient, j'ai besoin de calme parce que mon travail nécessite c'est compliqué, que, puis voilà. c'était fatigant quand même. Du coup, je me sens concentré, puis tout le temps aboyer. Puis ils étaient en constante agression, les chiens. Du coup, je me sens un petit peu contrarié.
parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être amené un peu vite les solutions, donc vous avez vite proposé des solutions. J'essaie de rentrer en contact avec elle avec gentillesse et en fait, elle m'a dit non, mais je sais pourquoi tu rentres en contact avec moi Et ça n'a pas c'est été pour plus les loin. chiens. Et je lui ai dit, bah, écoute, oui, je suis désolée, mais enfin, voilà, en tout cas, je vais te parler clairement de ma situation. J'entends que tu es des chiens, je ne te critique pas, enfin, j'adore les animaux aussi. Oui, oui. Pour autant, voilà, ma situation, elle est comme ça. Effectivement, je viens vers toi pour t'exprimer ça. Non, pour le coup, peut-être que je n'ai pas été parfaite dans la façon de m'y prendre. Il y a eu certainement des maladresses, mais en tout cas, ma démarche n'a été pas violente. Oui, J'ai oui. voulu trouver une solution, lui apporter un confort de solution. Et elle a été de suite dans l'agression elle-même. Oui, oui, oui. Parce qu'elle s'est sentie Attaquée. attaquée, voilà. Certainement. Elle a eu une peur de, voilà, que ça nuise et que ce soit une situation qu'elle n'arrive pas à... Mais là, vous voyez bien le découpage, en fait. Hein. Les faits, ben, c'est les chiens qui aboient de telle heure à telle heure, quotidiennement, depuis tant de temps. Ça, c'est des faits observables que tout le monde pourrait... voilà. Après, derrière, vous avez effectivement votre ressenti. Je suis exaspéré, j'en peux plus parce que j'ai besoin de calme, je suis en téléconférence, je suis très contrarié par ça. Peut-être pas directement proposer des solutions, mais en fait, dire simplement qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut en Et discuter. j'ai commencé par ça. Et ça me revient parce que la situation, ça commence à dater quand même. J'ai commencé par ça, par lui exprimer effectivement que j'avais constaté qu'elle avait un nouveau chien. Voilà, un peu, voilà, dire des choses. Et puis après, une chose l'autre, elle a vite monté le temps. En fait, j'ai eu une vraie porte en face de moi, quoi. Ben, vous voyez, la difficulté, c'est que effectivement, il y a des gens pour qui c'est difficile on est tout de suite sur la défensive, on est tout de suite dans des réponses agressives et c'est difficile de faire passer ce message-là. Mais en revanche, comme je veux vous rassurer, c'est pas toujours comme ça que ça marche. Et il y a quand même un nombre assez important de personnes qui, si on ne les pointe pas directement, si on ne les agresse pas d'entrée, qui comprennent, qui essaient de trouver des solutions. Enfin, moi, j'ai une multitude d'exemples comme ça où les choses sont plutôt bien passées, où ça s'est arrangé et où les gens qui étaient en conflit continuent à se voir, à se fréquenter, quoi. Parce que c'est vraiment dans la communication non violente, c'est vraiment ce qui va nous intéresser, c'est la qualité de la relation, c'est préserver la qualité de la relation. C'est pas punir, c'est pas juger, c'est pas menacer, c'est pas voilà. C'est vraiment la démarche. Mais effectivement, ce n'est pas toujours très simple. Christophe, il est 21h. On se donne encore 5 minutes pour… 5 minutes bah, alors, moi, je vous ai relevé une petite phrase de Marie Curie qui disait « Rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Ça me paraît intéressant quand on parle des conflits parce que c'est vrai qu'on a parlé au début de cette peur qu'on a du conflit, cette dramatisation, cette minimisation, ce côté… où on resserre les choses, on ne dit rien, ou au contraire, on explose. Donc, n'ayez pas peur du conflit, essayez de le comprendre, essayez de comprendre déjà vos propres réactions face à un conflit, essayez de vous intéresser à vos besoins qui ne sont pas satisfaits, et essayez de ne pas tout de suite interpréter ou juger les personnes avec lesquelles vous êtes en conflit. Et puis, dernier symbole, c'est la girafe. C'est l'emblème de la non-violence, la girafe, de la communication consciente. Pardon. Je commence à… pourquoi la girafe? Parce qu'elle a un long cou qui lui permet de prendre de la hauteur, donc de voir au-delà des jugements, des interprétations, donc d'avoir une certaine conscience qui surplombe un peu comme ça les choses, donc elle voit les choses d'un peu plus haut. C'est parmi les mammifères celui qui a le plus gros cœur. Donc, affronter un conflit, ça nécessite du courage. Vous savez que c'est la même étymologie, le cœur et le courage. Donc, avoir du courage, c'est aussi avoir du cœur. C'est aussi parler le langage du cœur. Le langage du cœur, c'est le langage des émotions. Puis enfin, elle a des grandes oreilles parce qu'elle écoute beaucoup. Elle écoute avec empathie, elle observe, elle est attentive à l'autre.
Et puis enfin, elle a des sabots qui sont bien ancrés dans le sol parce qu'elle est aussi attentive à ses besoins et elle exprime ses besoins de façon authentique. Voilà, donc souvenez-vous de la girafe. Girafe, qui résume. Merci. Merci Christophe. Merci à tous, à toutes. Peut-être une ou deux questions. Est-ce que vous avez Avec plaisir. une ou Je deux vois qu'il y questions? a un petit 11 avec des discussions en dessous. En fait, non, c'est Paola qui donnait un lien pour des BD qui s'appellent les 3 BD intelligentes, pédagogiques et didactiques écrites pour un jeune public. D'accord. Voilà, émotion, enquête. Alors, moi, j'avais juste une question justement concernant les enfants, parce qu'il y a beaucoup de mamans là ce soir, il y en a quelques-unes. Il faudrait apprendre ça à nos enfants. Ben oui. On ne leur apprend pas ça. Donc, pour éviter justement qu'il y ait les synapses là, qui se mettent pas dans le bon sens, là, ce serait super intéressant que ce soit étudié à l'école. À l'école, ben oui. Eh oui. Alors, il y a quelques enseignantes de maternelle, je crois, qui travaillent un peu avec des images pour essayer d'identifier les émotions. Ils le font aussi à travers la pratique du théâtre, enfin, du mime. Hein. Voilà, les enfants doivent mimer une émotion et les autres doivent deviner qu'est-ce qu'ils ressentent. Donc, ça permet effectivement d'acquérir tout un vocabulaire émotionnel qui me paraît indispensable pour les enfants. Et puis surtout pour entretenir aussi cette relation de confiance dont on parlait entre les parents et les enfants. C'est vraiment quelque chose à faire d'urgence, puis aussi intéresser les enfants à leurs propres besoins. Voilà, essayer déjà ça, ce serait intéressant. Et faire ce lien, effectivement. Faire ce lien. Et j'avais une autre question, justement, nous, chez Darwin, on fait souvent des réunions de groupe. Alors, Dieu soit loué, il n'y a quasiment jamais de conflit. Mais est-ce que c'est quelque chose sachant qu'on est dans des environnements extrêmement bienveillants, est-ce que justement on pourrait s'entraîner de façon… à entrer en conflit? Non, mais à mettre en pratique en le disant, quoi, en disant, bon voilà, on va… Je ne sais pas, est-ce que pour s'entraîner, oui, je pense que… profiter de ces moments de groupe justement pour pointer… je ne sais pas si c'est clair ce que je dis d'ailleurs. Si, mais moi, ce que je crois comprendre, c'est effectivement cette démarche d'être attentif aux émotions, aux ressentis et aux besoins des gens qui échangent dans vos réunions. C'est ça, non en fait, Oui, c'est ça. Peut-être on fait pas mal de codev, par exemple. On fait des groupes de parole, d'intelligence. Peut-être que c'est des choses qu'on pourrait dire au début en disant on va faire attention, voilà, on va tous essayer ensemble d'apprendre aussi ce que c'est que la communication non violente et simplement parce que ça nous permettrait à tous de nous entraîner souvent, en fait. Bien sûr, ça serait très intéressant d'ailleurs. Céline, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pour le training, de toute façon, vu que c'est une seconde langue, enfin c'est une langue étrangère, faut la pratiquer, donc tout est possible, en sachant qu'en effet, si on le fait en training, après c'est plus simple de la réutiliser en dehors. Oui, vous avez raison. C'est très très riche. Oui, non, mais c'est vrai, mais moi je voulais faire un stage de CNV, je n'ai pas encore pris le temps mais je trouve ça capital, essentiel. Bien sûr, il y a le livre Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg, que ceux qui connaissent la CNV connaissent forcément. C'est une bible absolue. Est-ce que je peux rebondir sur une question ou pas, ou est-ce que… Bien sûr. Oui, allez-y. C'est parce qu'en fait, moi j'amène la CNV dans des formations que je fais, c'est vraiment la base de la base, c'est l'OSVD, c'est les observations des faits, J'ai eu, notamment dans le cadre d'ateliers que j'anime sur le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, et j'ai eu des objections virulentes dans certains ateliers en disant mais comment, quand on se fait insulter ou quand on se fait harceler d'une façon ou d'une autre, sexuelle ou morale, pourquoi est-ce que je dirais gentiment des choses ou pourquoi je me mettrais dans cette position-là? Et j'ai essayé vraiment tant bien que mal d'expliquer que l'idée c'était d'être assertif dans le sens où on pose nos limites, on n'est pas là pour être complaisant. Mais la démarche, j'ai eu du mal à expliquer en quoi c'était bien de le faire de cette façon-là, même dans des cas, et du coup je me dis dans quelle mesure il y a des limites en fait. À un moment donné, bien sûr que quand il y a un abus grave, on n'est plus dans la CNV, on est dans le stop en fait. Oui, tout à fait. Mais où est la frontière quoi? Et c'est ça que je trouve assez subtil, parce qu'il y a des situations en effet, on va pas prendre le temps de prendre des gants avec la personne qui nous agresse à un moment donné. Oui, non, vous avez raison. Oui,
Oui, d'autant plus que si la personne est très agressive et que vous y allez tranquillement avec votre petite démarche non violente, en fait, ça va encore plus L'énerver. l'énerver, ça va Mm. faire exploser le truc. Donc non, effectivement, faut essayer de faire un peu de synchronisation et puis de se mettre dans le même état d'esprit que la personne, c'est-à-dire répondre sur le même ton, parce qu'effectivement, oui, mais ça n'empêche nullement l'expression des situations et, et des émotions et des besoins. Ce n'est pas parce que vous dites je suis en colère ou je suis contrarié ou je suis exaspéré par cette situation. Vous n'êtes pas obligé de dire je suis un peu. Enfin, vous voyez, d'être. Voilà, il assez ferme. faut être assez ferme, oui, parce que sinon on a l'effet contraire en fait. C'est intéressant, ouais, mais je pense que il y a toute une éducation à faire. On est encore dans l'adversité. Quand vous voyez, enfin, je vous donne un détail à propos de la médiation. Quand vous voyez que, je ne me rappelle plus, un très fort pourcentage, c'est 85% des affaires qui partent en judiciaire en Chine, qui finissent par revenir en médiation parce qu'elle est plus ou moins obligatoire et qu'elles sont traitées, régulées en médiation, donc avec des principes qui sont ceux plus ou moins de la non-violence. Et que vous voyez qu'en France, la médiation familiale, par exemple, c'est pas terrible, c'est pas obligatoire en plus. Hein. Parfois, les gens en conflit, il faut les contraindre à aller en médiation, les contraindre à aller vider leur sac. Parce que, encore une fois, très souvent, la justice, ben, effectivement, c'est pas son rôle, on est d'accord là-dessus, mais très souvent, en tranchant, en mettant des sanctions, des amendes, des choses comme ça, elle ne règle pas complètement le problème. Et régler le problème, c'est la communication non violente, c'est la médiation. Et là, on arrive à avoir des situations où, par contre, c'est ça qui est important. Je pense que c'est très valorisant, en fait, de pratiquer comme ça, même si ça ne marche pas. C'est très valorisant parce qu'on est dans l'action. On prend en charge la difficulté et on essaie d'en faire quelque chose. Après, on ne peut pas tout attendre des autres et pas qu'ils aient forcément les mêmes valeurs, la même éducation, ou les mêmes compétences, les mêmes savoirs que nous. C'est compliqué. Donc, effectivement, il y a des situations où ça ne va pas marcher. Et puis, il y en a d'autres. Oui, on se sent plus fort, finalement. Aussi. On se sent plus fort parce qu'on essaie, on est, comme vous dites, c'est pas qu'on maîtrise, mais on est dans l'action. On ne subit pas. On ne subit pas le conflit. Ouais, c'est toute la théorie de l'engagement, en fait. Hein. Dès qu'on passe à l'action, dès qu'on fait un premier pas, en fait, on acquiert de la confiance en soi, on apprend déjà à mieux se connaître aussi, et puis à être peut-être moins violent envers soi-même aussi, parce que finalement, ce n'est pas qu'une question de conflit. Il y a aussi beaucoup de gens qui exercent une violence contre eux-mêmes en méconnaissant leur mode de fonctionnement, en méconnaissant... Donc là, c'est tout un apprentissage. Alors évidemment, on est ensemble 1h30, c'est bien pour éveiller à quelque chose, à d'autres pratiques. Mais derrière, effectivement, il y a tout un travail. Voilà. Merci Christophe. Donc, pour aller plus loin, sincèrement, ça va beaucoup plus loin. Moi, j'ai pas réussi à m'en décoacher cet après-midi. Là, on apprend plein de choses. Et n'hésitez pas à acheter ces petits livres-là qui sont très opérationnels avec plein d'exercices, comme nous a fait faire Christophe et encore plus. Voilà, moi, j'ai retenu beaucoup de choses ce soir. Merci Christophe et notamment merci à vous. Aussi quelque chose qui me marque parce que je trouve que, alors peut-être parce que moi, c'est ma façon d'être, mais de ne pas forcément amener les solutions trop vite. Je trouve que ça, pour moi, ça a été le fait marquant ce soir. En tout cas, ce que je vais repartir avec ça. Je ne sais pas, peut-être on peut faire un petit tour avec quoi vous repartez, s'il y en a qui ont envie d'en parler. Vous repartez avec quelque chose. Pardon, Élie? La girafe, l'image de la girafe est très belle. Ouais. La girafe. Céline? Moi, j'ai du mal à dire quoi je repars parce que je suis encore imprégnée. J'ai beaucoup aimé ce niveau de détail. C'était profond pour moi, c'est ce qu'on a vécu ce soir, sur les besoins, les choses très subtiles que moi, je n'avais pas du tout en tête, sur la différence entre je me sens attaquée et une émotion. Pour moi, je me sens attaquée, c'est une émotion, mais c'est faux. Et là, je suis en train vraiment de voir plein de nouvelles choses et je vois à quel point je suis ignorante. Donc, merci beaucoup, c'était super. Et je vais travailler beaucoup plus maintenant et faire des stages. Bon courage. Merci pour le découplage aussi, pardon.
C'est Laurence. Vas-y, Laurence, je t'en prie. Vas-y. Tu repars avec quoi? Découplage, moi, qui m'a rappelé. Ouais, j'en avais entendu parler, mais là, ça me l'a bien remis en tête et il ne faut pas que j'oublie. C'était passionnant. Super, merci Merci Laurence. beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de dire quelque chose? Zéna. Moi, ça me conforte dans l'idée que c'est très bien la communication non violente. Moi, je suis une adepte et donc ça me conforte. Et non, mais c'était super. C'est vrai que j'ai appris plein de nouvelles choses aussi, plein de notions et c'est vrai ces détails, de découper un petit peu tout ça, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. On verra, c'est peut-être qu'on en refera d'autres. Christophe, vous êtes aussi un spécialiste de la manipulation, très intéressant. Comment est-ce qu'on peut se manipuler soi-même aussi? Donc, voilà, c'est aussi des choses, des notions qu'on ne maîtrise pas très bien. Donc, moi, ça m'intéresse. Peut-être qu'on fera d'autres cycles avec vous. En tout cas, merci beaucoup pour ce cours très agréable. Est-ce que, voilà, je n'ai pas donné la parole à tout le monde, mais allez-y, prenez-la surtout si vous avez envie de dire quelque chose. Juste pour vous dire, les BD, elles sont vraiment bien pour les adultes. C'est vraiment génial. C'est incroyable. Il y a des cartographies, justement pour faire la différence entre un ressenti et une émotion. Moi, c'est devenu un vrai outil. Génial, super. Moi, c'est la base. Effectivement, on devrait recevoir ça comme éducation. Et même en parents, on est maladroit. Bien sûr. Et effectivement... je pense que si on veut arrêter de perpétuer des croyances, je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous. Et je ne sais pas, ça sera intéressant d'avoir peut-être un retour, Christophe. En tout cas, merci beaucoup, parce que j'ai trouvé aussi pas amener la solution tout de suite. On veut toujours résoudre, peut-être pour les femmes, vite. Et en fait, non. Je pense qu'il faut laisser aussi la progression dans l'échange. Alors, c'est pas toujours facile. Donc, des mises en situation, ça serait super. Travailler sa patience. Je vais mettre le lien que tu as donné, Paola, vous allez recevoir un mail avec la bibliographie de Christophe. Et puis, un petit document avec, ça vous allez adorer, parce que forcément, vous allez adorer. Donc, il a fait un petit document que je joindrai avec votre copine. Sophie la girafe. Donc, ça, et le replay, et pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis, je mettrai ton lien, justement. Et n'hésitez pas, si vous avez des liens, des livres que vous avez lus. Bon, les mots sur des fenêtres, effectivement, ça, je pense que c'est bien de s'y replonger. C'est une vraie Bible, tout à fait. Voilà, c'était un vrai bon moment. Merci à toutes et tous d'être venus. Merci infiniment, Christophe. C'était un super moment. Merci. Bye bye, Beyrouth. À bientôt, j'espère. Et à bientôt. À très vite. Donc, Bonne soirée. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous le 2 février pour la discussion ensemble. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir.